C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Hello there. No. King! Oh, darling. Et bordel! Ah! Je vous ai fait peur, hein? Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien du French Grenier comme d'habitude, et aujourd'hui je suis très très content parce que j'ai eu une idée d'épisode sur un truc qui traîne chez moi depuis pas mal de temps. Un truc, je vais pas dire extrêmement rare, mais quand même assez rare, suffisamment pour que le gouvernement français ait eu un peu de tolérance à son égard, c'est dire le man. Mais non, suivez, bande de couilles molles. Ce que j'ai dans la main, ça s'appelle le man. Bah oui, ça fait pas... Le man. Quelle drôle de chose. Parmi la foultitude, et quand je dis foultitude, c'est un faible mot, de PA de poche créés au début du XXe siècle, c'est-à-dire entre 1900 et 1914, le man a toujours eu une sorte de place privilégiée parmi les collectionneurs français, pour la simple raison qu'il a été inclus sur la liste des armes déclassées, malgré son brevet postérieur à 1870, à l'époque il était quand même en 8e, et de nos jours il est sur Annexe A, c'est-à-dire une formidable liste que vous devriez tous avoir lue, qui déclasse des armes postérieures à 1900 et qui devraient être soit en C, soit en B, comme celui-ci, soit qui surclasse des armes antérieures à 1900, c'est-à-dire qui devraient être en DE, mais qui ne le sont pas, qui sont soit en C, soit en B. En l'occurrence, comme celui-ci est suffisamment rare et suffisamment obsolète pour être sur Annexe A, il est déclassé et il est donc en DG, qui est un des deux seuls sous-paragraphes de la D qui nécessite une consultation du FINIADA. D'ailleurs, voilà, c'est cadeau. Alors, dans cette variété d'armes de poche, ce sont les Allemands et les Belges qui ont été les plus prolifiques. Il y en a beaucoup qui se disent « Mais putain, à l'époque, vraiment, c'était la folie, les mecs, ils savaient plus quoi inventer, etc. » Alors, c'est pas tout à fait exact. En fait, si la plupart des armes de cette époque-là, entre 1900 et 1918 même, on va dire, sont aussi bizarres, sont toutes plus délirantes les unes que les autres, c'est pour une raison simple. C'était surtout pour que leur inventeur ne tombe pas sous le coup d'un brevet déjà existant qui l'aurait obligé à payer des royalties extrêmement conséquentes. L'apparition en 1906 du Browning 1906 et surtout de sa munition, la 635 Browning, c'est elle, sonne le glas d'un sacré paquet de munitions maison, notamment beaucoup de 635, car, petit aparté encore une fois, quand il est écrit 635 sur une arme, ça ne veut pas forcément dire 635 Browning. Exemple, beaucoup de petits revolvers qu'on pense être en 635 Browning ne le sont absolument pas. Et la moindre 635 Browning qu'elle est, la deuxième plus péchue, pour être exact, la première on va en parler dans pas longtemps, qui est la deuxième des 635 les plus péchues, ferait exploser à coup sûr ces petits bulldogs qui étaient absolument pas faits pour elle en fait. Mais ces petites munitions plus ou moins confidentielles qui étaient employées, faute d'un truc plus abouti, disparaissent évidemment avec l'arrivée du 635 Browning, très diffusé, trouvable quasiment partout à partir de 1910. La 635 Browning développe assez de puissance pour faire cycler ces petits semi-autos, pas trop, histoire d'éviter des mécanismes un peu complexes, et en plus, sa forme un peu particulière, c'est-à-dire qu'elle est semi-rimless en réalité, celle-ci, c'est-à-dire qu'elle a une gorge, mais aussi un très léger bourrelet, ce qui lui permet donc d'être utilisée dans certains revolvers, pas tous, encore une fois. Bien entendu, la 635 Browning, bien que, encore une fois, moi je veux pas me retrouver devant un 635 Browning, hein, mais enfin...
Évidemment, c'est mortel, comme quasiment toutes les munitions. Ça reste quand même assez limité en termes de puissance. Ce qui fera donc que de très nombreux concepteurs essaieront de trouver un ersatz plus puissant, plus abouti de cette fameuse munition. Parmi ces concepteurs plus ou moins géniaux se trouve Fritz Mann, qui dirigeait déjà à l'époque à Seul la Fritz Mann Werkzeugfabrik. Quel nom compliqué pour pas grand-chose. C'était une boutique d'outillage en fait. Et comme il était déjà relativement bien outillé, il essaie de développer une version dopée de la 635 qu'on appelle désormais la 635 Mann, avec un étui, avec une bouteille très prononcée par rapport, encore une fois, à la 635 qui n'est pas un étui bouteille, c'est un étui cylindrique, plus ou moins cylindrique en vrai, mais bon, on va dire cylindrique pour faciliter les choses. Les spécialistes doutent sincèrement de l'existence en série de cette munition et surtout du pistolet qui le chambre. On va dire que le fait qu'aucun collectionneur ne puisse se targuer d'avoir cette munition permet de douter de sa production en grande série, ou en tout cas en série tout court. Fritz Mann abandonne donc l'idée et se concentre sur un projet assez sympathique qui est de proposer un pistolet de poche avec les dimensions les plus réduites possibles, notamment en épaisseur. Comme vous pouvez le voir, il a plutôt bien réussi son coup. Allez, on va tester un petit peu. Parce que tout de même, Alors pour ne rien vous cacher, donc déjà, je me suis mis une cible beaucoup plus grande que d'habitude, d'autant que manifestement le mec en face est un sac à merde, puisqu'il aime pas les girafes, et moi j'adore les girafes. Parce que là, avec ce canon-là, alors, je vous montrerai le démontage tout à l'heure, mais en gros, voilà le canon. C'est petit, c'est vraiment petit, donc je doute de toucher quoi que ce soit. Et si je touche, je doute de pouvoir le faire dans des conditions de précision très grandes, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un chargeur de 5 munitions. Donc on va en mettre 5. C'est un assez bon chargeur qui se graille, ma foi, assez facilement, franchement. Le ressort est pas trop violent. Bon, il a eu le temps de se roder depuis le temps, mais voilà. Le déverrouillage est ici, ce qui fait que, comme vous le tenez déjà à un doigt, en plus, il ne faut pas que ce doigt serre trop fort, parce que sinon, vous déverrouillez le chargeur. Ça ne va pas faire grand-chose, mais ça peut apporter des petits problèmes d'alimentation. Alors, il faut faire gaffe à son doigt avec ce machin, parce que le problème, c'est qu'on est littéralement devant le canon. Si on fait un tout petit peu de trigger discipline... Alors, c'est un peu particulier à la prise en main parce qu'en plus, la crosse est arquée, j'ai l'impression, un peu vers l'avant. En tout cas, c'est l'impression vraiment que j'ai lors du tir. Ah, ça va être chaud. Putain, je ne vois rien. Ah, il y a la sûreté. Car oui, il y a une sûreté sur ce truc. Oh, miracle. Ah si, putain. Incroyable, j'ai chambré. Alors, le problème, comme vous pouvez le voir, mon doigt est noir, et pour une simple raison, c'est que l'éjection se fait littéralement sur votre doigt. Pareil, impossible. Garde ton calme, Adrien, garde ton calme, garde ton calme. Pour ceux qui me font la réflexion que la position de mon doigt n'est pas parfaitement perpendiculaire au degré près à l'axe du flingue, déjà, bande de baltringue, et ensuite, là, c'est pas franchement possible. Hein? Alors... Ah! Ouais, et l'éjection vous pine le doigt littéralement à chaque fois. Ah, clic. Je suis vide. Parfait. Alors, au tir, c'est assez agréable. Il est extrêmement léger. Je ne sais plus combien il fait, mais à mon avis, ça doit se compter en 100 ou 200 grammes à peine. Et pourtant, bon, le recul de la 635 est moins parasite au tir que sur beaucoup d'armes de ce calibre-là, et pourtant des armes qui sont plus mastoc. Par exemple, sur le Mauser 1910 que je vous ai déjà montré, c'est nettement plus perturbant le recul de la 635 que sur celui-ci. Ça fume un peu. Alors, d'un point de vue mécanique, j'aurais beaucoup de mal à vous le montrer, mais Fritz Mann est un dingue. Donc, je sors le canon pour vous expliquer ça. Donc, il n'y a pas de système de retardement de l'ouverture de la culasse. C'est un direct blowback.
Ou plus exactement si. Il y en a un, et il est complètement barré. C'est super simple, mais c'est complètement halluciné comme idée. En fait, à cet endroit-là, là, juste après le décroché, il y a une bague. Ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une bague, la bague, normalement, c'est un défaut énorme. C'est un endroit où le canon va faire d'un coup « wow !» avant de se resserrer. C'est un creux, si vous voulez. Ça se produit soit par de l'oxydation, soit par plein de choses, en fait. Ce qu'on appelle un squeeze load, c'est-à-dire une cartouche pas assez chargée, et qui donc fait une surpression, soit par l'action de la suivante, soit toute seule comme une grande. Enfin bon, bref, d'ordinaire, c'est un défaut. Là, c'est de série. Et en fait, grâce à cette bague, lors du tir, la douille va plaquer, normalement bien droit selon son propre profil dans la chambre. Bah là, non. Elle va plaquer plus large et donc elle va forcer sur les bords de cette bague pour reculer. Et c'est ça qui donnera suffisamment de temps à la balle pour sortir à la pression pour redescendre avant que la douille ne soit éjectée. Parce que le problème d'un direct blowback, c'est qu'on ne peut pas le faire avec des munitions qui ont trop de pression. Pour une simple raison, c'est que la douille va sortir avant que la balle soit sortie elle-même et vous allez prendre tout le dégagement de pression par l'arrière. Et bien là, en l'occurrence, pour contrer le peu de cet effet qu'il y aura sur une 635, ce fou a bagué le canon de série. C'est dingue. Donc oui, vous pouvez dire, j'ai une bague dans mon canon, et c'est normal. C'est fou, hein, mais c'est halluciné ce machin. Allez, on va continuer un petit peu le tir parce que je me marre trop. Alors je suis très en bas. Bon, faut dire... c'est vraiment pas évident hein, de tirer avec ce machin. C'est vraiment fait d'ailleurs pour le contact, pour le tir à bout portant, touchant ou vraiment à très faible distance à 5 mètres. Là je suis à 25, je trouve que je m'en sors bien. Hein. Après, pour un pistolet semi-automatique en catégorie D, c'est évident qu'il fallait qu'il ait des défauts et qu'il soit pas super fonctionnel. Hein. Sinon, il serait pas dans cette catégorie-là. Attendez voir, je vais essayer d'une main. La prise de visée est pas terrible, hein. C'est vraiment juste une saignée avec un tout petit guidon au bout. Ce qui fait que là, personnellement, je ne vois rien. Alors, peut-être que mes lunettes sont un peu crades, mais je vois quand même rien. Oh, damn. Je vais essayer de me mettre plus haut, plus à droite. Aïe. Ah. Voilà. Un petit problème d'alimentation. Ah. C'est moi où je touche plus là en fait. Ah. Clic. C'est très particulier de tirer avec ce machin, mais qu'est-ce que c'est drôle, putain. Faut que je fasse du tir rapide tout à l'heure. Donc parmi les pistolets de poche de calibre 635, le MAN est un des plus petits. Alors déjà, une poignée absolument minuscule qu'on tient à un doigt, littéralement. Après, bon, il n'en faut pas forcément plus, d'autant que le busque étant assez arqué, il y a quand même la place de se mettre comme ça. Alors attention, pour les éventuels propriétaires de MAN qui n'ont pas encore tiré avec, une astuce, ne vous mettez pas comme ça, parce que ça là, ça recule, et ça vous fait une jolie blessure en forme de cercle, particulièrement désagréable. Ça, quand ça pince, ça pince. C'est un peu comme le Walther PP, sauf que le Walther PP, on peut éviter. Ça, c'est compliqué. Donc, la tige guide et le ressort sont sur le dessus. Le démontage est assez simple, je vais vous montrer. Donc ma foi, comme vous pouvez le voir, le démontage du MAN est pas ultra compliqué, si ce n'est que vous ne pouvez pas aller très loin en fait. Le MAN n'est pas prévu pour être démonté entièrement pour un nettoyage ou quoi. Donc une fois que vous avez retiré le chargeur en appuyant sur son petit déverrouillage qui est ici, vous vérifiez qu'il n'est plus chargé, etc., etc. Vous armez la culasse. Vous n'êtes pas obligé de l'armer au complet d'ailleurs. Vous tournez le canon et hop, vous le sortez. Une fois que vous êtes là, c'est cette petite vis qu'il va falloir dévisser, tout bonnement. Derrière se trouve le ressort récupérateur.
Voilà, donc attention de ne pas vous le prendre dans la courge. Voici le très très long ressort récupérateur. Le bouchon de culasse se dévisse à la main. Vous avez ici le ressort de percuteur. Et là-dedans, le percuteur, je ne me souviens plus. Oui, je pense qu'on peut le sortir. Peut-être pas. Ah si. Peut-être pas. Si. On peut effectivement sortir, si j'y arrive, voilà, sortir le percuteur qui est ici. Et puis globalement, là vous pouvez enlever les plaquettes. Et puis c'est tout. Le reste, en fait, c'est censé rester comme ça. Alors oui, on peut vraiment aller loin dans le démontage, mais personnellement, je trouve la suite beaucoup trop compliquée pour que ça ait un intérêt. Là, vous pouvez nettoyer la quasi-totalité du flingue. Là-dedans, on met un coup de soufflette, un coup d'huile, et puis on est tranquille. Voilà. Voilà, donc c'est pas trop compliqué. Il existe c'est pas des variantes, mais deux grands types, on va dire, de man qui se reconnaissent en fait à leur plaquette. Tout le reste ne change pas. Mais il y a deux types de man, ceux qui, comme le mien, et je remercie le ciel, ont leur vraie plaquette en ébonite, première série, première version avec des vis au centre. Et ceux qui ont des plaquettes en aluminium avec des vis décalées vers l'avant. Parce qu'il faut bien admettre que cette bakélite-là en particulier, apparemment, est très cassante, elle s'ébrèche facilement, etc. Les miennes sont parfaites, donc je remercie tous les saints de je sais pas, des matériaux ébréchables, d'avoir évité ça. Les man, en général, sont finis soit bronzés, soit nickelés, soit argentés. À la vue du chargeur du mien qui est nickelé, je pense que cet exemplaire était entièrement nickelé ou alors bronzé avec un chargeur nickelé. Je le refais pas parce que franchement, il me plaît bien avec cette gueule-là. Moi, j'aime bien. C'est vrai que ouais, j'aurais peut-être tendance à dire que celui-là, il était nickelé. Je crois apercevoir des petites pics de nickelage un peu partout. C'est vrai que les nickelages de cette époque-là tiennent très mal et le nickelage est de toute façon une des finitions d'armes qui tient le moins bien. Alors, il existe aussi trois types, on va dire, de levier de sûreté. Donc, vous voyez, là, vous êtes en sûreté, là, vous êtes en feu, pardon, et là, vous êtes en sûreté. Il en existe trois types, le totalement lisse, le strié et le quadrillé. Moi, j'ai le strié. Je ne sais pas lequel est arrivé avant les autres, j'en ai pas la moindre idée, mais voilà, il y a trois types. Les marquages aussi prennent diverses formes. Généralement, ils ont tous le Manns Patent et le calibre. Mais ça peut un peu varier, ça peut être en rond, ça peut être droit, ça peut être là sur le flanc, ça peut être là sur la carcasse. Bref, ils ont pas tous de numéro de série, allez comprendre. Mais ceux qui en ont en général ont un numéro de série et ensuite deux chiffres qui ont tendance à être 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, etc. Le mien c'est un 21 et on suppose dans la littérature que c'est la date de fabrication. Donc celui-ci daterait de 1921 par exemple. Allez, on va se refaire quelques munitions, hein, parce que j'ai dit que je faisais du tir rapide, enfin que j'essayais en tout cas, parce que faire du tir rapide avec ce truc-là, il y a ma caméra qui est vachement proche, hein, quand même. D'ailleurs, est-ce qu'elle tourne toujours? Oui, c'est bon. J'ignore combien de temps cet ersatz de GoPro va tenir. Ça fait beaucoup trop longtemps qu'il est là pour ne pas qu'il prenne très bientôt une balle dans l'os. Voilà, petit chargeur tout mignon, j'aime bien. On a l'impression d'avoir un chargeur de Colt en miniature. Allez, c'est parti mon kiki. Hop là, voilà. Alors, tir rapide on a dit. Ah aïe. Ah putain, mais ça me blesse le doigt. Attendez, je vais essayer à gauche. Oh, c'est abominable. C'est abominable. Donc là, en fait, quand vous êtes là, vous voyez, j'ai mon doigt littéralement devant la fenêtre d'éjection. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça éjecte fort, hein, cette merde. Mais c'est abominable parce que le reset est oui, franchement dégueulasse. Pourtant, le cycle est assez rapide, hein, mais puis franchement, ça marche bien. C'est ce qui m'étonne le plus, c'est que ça marche bien, vraiment. Alors certes, hein, c'est vraiment pas un foot de guerre, c'est voilà, tout ça. Il mérite amplement son classement en D, hein, mais ça marche bien. Alors je vais le reprendre à gauche. Ah ça va, quand tu prends un peu l'habitude,
Ça va mieux. En revanche, ça arrose, mais de ouf! Waouh! Ça arrose de ouf, hein! Mais c'est vraiment drôle. C'est vraiment, vraiment très drôle. Alors, le man est très mignon, hein. C'est assez sympa. L'idée d'un canon bagué pour retarder l'ouverture de la culasse, c'est du génie Shadok. Enfin, c'est excellent, quoi. Malheureusement, Man a été un loser magnifique, exactement comme Johnson. En fait, Man est arrivé au pire moment possible. Il est arrivé sur un marché saturé de ce genre de petits PA en 6.35, en 7.65, etc. D'ailleurs, à noter qu'il y a eu un pistolet Man, pas une version de celui-ci, mais un autre pistolet Man en 7.65. Et il est arrivé sur un marché qui non seulement était saturé, mais en plus était saturé de trucs très populaires ou très fonctionnels. Style, évidemment, Browning. Pas de chance pour lui, il est aussi arrivé dans un contexte de crise économique dramatique, comme, voilà, on n'en a pas encore connu récemment, là, hein, Oui, effectivement, il y a une crise et oui, c'est très chiant. Mais on n'en est pas à bouffer des rognures d'ongles et je ne sais quoi encore. Enfin, pas tous en tout cas. Ce petit man en 6.35 ne connaîtra qu'un succès extrêmement limité et sa production s'arrêtera vraisemblablement au bout de 2 ou 3 ans. En 1924, Fritz Mann essaiera de relancer un peu la machine avec son fameux pistolet dont je vous parlais tout de suite en 7.65 ou en 9 cours d'ailleurs, je crois. Malheureusement, tout comme celui-ci, peut-être même encore pire que celui-ci, parce que celui-ci, il a quand même son côté très très fin, ce qui fait qu'on pouvait l'oublier, ça dans une poche, ça s'oublie. Son pistolet en 7.65, non, c'était pas le cas. Et donc, il avait rien en fait qui le démarquait de ses concurrents, et donc évidemment, comme toujours, on choisit le truc pour lequel le bouche à oreille a le mieux fonctionné, donc pas le Man malheureusement. Ce qui fait que l'entreprise a vivoté un petit peu vaguement pendant encore quelques années. Et 1929, l'effondrement boursier états-unien, cette fois, qui aggrave la crise dans des proportions jamais vues. Et voilà, ça a été la fin de Fritz Mann, qui ne sortira donc que 2 modèles, enfin en tout cas à ma connaissance. C'est très triste parce qu'on sent bien qu'on avait affaire à un gars qui avait des idées. À défaut qu'elles soient forcément bonnes, au moins il en avait. Allez, on se fait encore quelques toutes petites munitions, un chargeur, et on se dit au revoir. Allez, on va essayer de faire une réaction. Comment ça, tu n'aimes pas les girafes? La réaction était très lente. Même chose. Ah tiens, c'est marrant, c'est toujours la 3e qui déconne. Oula. Oh. Là, ça a déconné dans les grandes mesures. Ah oui, ça y est, j'ai compris. C'est parce que j'ai appuyé sur le déverrouillage sans faire gaffe. Bah oui, et forcément, ça marche moins bien. Tu dois aimer les girafes. La caméra a bougé. Le pied est tombé. Oh putain. Oh putain, j'ai mis une balle dans le pied. J'ai mis une balle dans la caméra. Oh non. Non. C'est ouais. Il s'en est pas fallu de peu, hein. Waouh. J'en ai marre de ne faire que de la prémonition sur ce qui va se passer de dramatique dans les épisodes. Franchement. Allez, on se fait la dernière. Hop là. Cette fois, on va la faire bien correctement.
Comment ça clique? Comment se fait ce que clique? Aurais-je déjà cassé mon man? Je ne pense pas. Je pense surtout qu'en fait, il apprécie pas qu'on lui mette des cartouches directement dans la chambre. Donc, essayons cette fois de passer par le chargeur. Voilà. Effectivement. Je l'ai mis dans le nez. Fallait aimer les girafes! Eh ben écoutez, ça m'a fait très très plaisir de vous montrer ce petit man. J'avais jamais tiré avec et pourtant j'ai trouvé en brocante ce machin. C'est vous dire. Mais ça me fait très plaisir parce que franchement, c'est marrant quoi. Puis c'est un semi-auto-rondé. Voilà. De cette fameuse annexe A et optionnellement l'annexe B aussi que vous devriez connaître par cœur ou peu s'en faut. Voilà. Bah écoutez, ça a été un plaisir. Ah, qu'est-ce qu'on se marre. Je vous dis à très bientôt. Merci aux abonnés, merci aux tipeurs, merci à tous ceux qui lâchent des coms. Je vous rappelle que je peux pas répondre forcément à tout le monde en ce moment, mais je les lis tous, y compris les trous du cul. Voilà. À plus. Mangez des légumes, buvez de l'eau. Ayez des mannes, c'est marrant. Ciao. Putain, mais ça éjecte les douilles à une distance, ces trucs, c'est ouf. Si t'arrives à le lever un tout petit peu plus, c'est encore mieux, la cuisse. Bah sinon, oui. Comment ça, lever la cuisse? Comment ça, lever la cuisse? Non, sinon je recule un peu. Parce que là, en fait, on voit pas les jambes. Mais non, mec, toi.